Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matonda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais, principale devise étrangère? La parité franc-congolais, principale devise étrangère à l'indicatif, se présente comme suit. Un dollar américain vaut 2846,9 489 francs congolais. Un euro équivaut à 3418,2 558 francs congolais. Un franc CFA égale à 4,8861 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 157,5 637 francs congolais. Au marché parallèle, un dollar américain équivaut à 2865 francs congolais, un euro équivaut à 2883 francs congolais et un franc CFA égale à 4,4 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours de matières premières. La tonne du cuivre a connu une légère baisse. Elle coûte 9 530 $ américains contre 9 534 $ américains la semaine passée. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré encore une légère hausse. Il coûte 33 688,73 $ américains contre 33 630,99 $ américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 3 317,37 $ américains contre 3 182,66 $ américains la semaine dernière. Le baril du pétrole revient à 61,33 $ contre 62,88 $ américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 10 719 $ américains contre 10 171 $ américains la semaine dernière. Merci Béro Matonda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Depuis l'invasion du Nord Kivu par l'armée rwandaise, on assiste à l'exploitation et l'exportation illégale des ressources minières de la République démocratique du Congo. Quel serait l'impact sur l'économie congolaise de cette action que mène le Rwanda sur notre territoire? Jeudi Économie reçoit pour vous le député national Crispin Mbindoulé. Il est aussi PCA du CAMI, cadastre minier. Monsieur Crispin Mbindoulé, bonjour. Bonjour. Pourquoi dit-on que la guerre du Nord Kivu est une guerre économique? Oui, la guerre du Kivu, vous savez, la guerre du Kivu ne date pas d'aujourd'hui. La guerre du Kivu date des années, juste après l'indépendance, des années 60. Vous vous souvenez qu'il y avait la guerre qu'on appelait la guerre des Kanyarwanda. C'était entre les peuples qui venaient du Rwanda et les autochtones. Vous savez qu'il y a eu en 1991 la guerre des Mangrivi, de la mutuelle agricole de Virunga, qui était créée par un éminent professeur qui est ici à Kinshasa. Et cette mutualité s'est transformée en une milice qui brûlait les bureaux des états civils dans les Rutshuru et dans le Masisi, ainsi qu'en territoire de Walikale, en Doto. De 1991, il y avait le problème entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc, il y avait les uns qui voulaient s'accaparer des espaces riches ou fertiles pour cultiver ou d'autres pour mettre leur pâturage. Maintenant, après cela, il y a eu l'invasion du Rwanda, l'Ouganda et le Burundi à l'époque. Et l'objectif de ces conflits-là, c'était justement sur le plan visible. Ils disaient qu'ils voulaient renverser le régime des maréchal Mobutu. Mais en réalité, ce n'était pas ça. En réalité, c'était le minerai du Congo qu'il visait. Il visait aussi les espaces arables au Kivu. Vous savez, quand vous arrivez au Rwanda, vous vous rendez compte vous-même, vous allez constater que d'abord la terre est infertile. Vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas de minerais. Vous allez constater qu'au Rwanda, la population
traversent une misère terrible. Vous allez constater que leur budget est financé en 50% par l'extérieur. Ils viennent au Congo, c'était pour s'accaparer des minéraux. Leur objectif, c'était l'Ituri, le Kivu. Et quand vous voyez là où ils cherchent, soit il y a de l'or, soit il y a cassiterite ou coltan et d'autres minéraux. Donc, ils viennent chercher des minéraux chez nous et ils nous font la guerre. Et ils le disent clairement, qu'ils sont des pays pauvres et à côté d'un pays riche, ils doivent chercher aussi à voler de ces richesses. Le Congo et le Rwanda ont le même relief. Ce sont les collines, ce sont les montagnes. Pas du tout. Parce que si vous allez vers la frontière congolo-rwandaise, vous allez trouver qu'il n'y a pas vraiment de minéraux. Il n'y a pas tellement de richesses. Les richesses sont à profondeur du Kivu. Et quand vous allez de l'autre côté, on ne sait pas ce qui s'était passé, c'est que Dieu avait fait ça aussi. Bon, on ne sait pas pourquoi au Rwanda, il n'avait pas mis les minéraux et que tous les minéraux sont au Congo. Alors, le Rwanda, à l'époque du maréchal Mobutu, le Rwanda coopérait avec le gouvernement du maréchal Mobutu pour chercher un peu de l'aide. Parce que si vous lisez dans les archives, vous allez trouver là où maréchal Mobutu il donnait de l'aide au Rwanda, que ce soit sur le plan financier et même militaire. C'était vraiment un partenaire sûr du Rwanda qui l'aidait. Si vous prenez du côté de l'Ouganda, effectivement, à l'époque d'Amin Dada, vous allez trouver que Mobutu essayait d'aider pour même financer leur budget. Donc, ce sont des pays pauvres. Et ce pays cherche à s'accaparer des richesses au niveau du Congo. Et si aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, si aujourd'hui nous contrôlons vraiment notre frontière avec l'Ouganda et que notre or soit vendu au Congo, la monnaie ougandaise va perdre sa valeur. Et il faut savoir que $1 américain est égal à 4700 shekels ougandais. Au moment que chez nous, ici, nous sommes encore dans les 2000 quelques francs. Donc, le franc congolais a de la valeur plus que les shekels ougandais. Mais le problème chez nous, c'est que nous laissons la monnaie étrangère circuler chez nous, mais chez eux, il faut aller à la banque pour faire des échanges. Ils n'acceptent pas la monnaie étrangère. Mais nous sommes toujours, malgré tout ce que nous traversons, notre monnaie a de la valeur plus que la monnaie rwandaise et ougandaise. Mais comment expliquer que le Rwanda se concentre plus au Nord Kivu? Bon, vous savez, le Nord Kivu, c'est une province un peu stratégique. Il y a des collines, c'est les montagnes du Kivu, les chaînes montagneuses du Kivu, et c'est vraiment des espaces propices pour la résistance. Donc, vous pouvez organiser votre milice facilement dans les montagnes et défaire même toute une armée. Donc, la montagne joue une fonction stratégique dans la conduite de la résistance des opérations militaires. Et c'est là pousse en ce qu'ils préfèrent entrer par les Kivu pour faire la guerre au Congo. Parce qu'ils ne peuvent pas aller commencer, par exemple, dans la forêt vers la province orientale. Ils auront des difficultés parce qu'il y a la maladie. Ils auront une base arrière très éloignée et ainsi de suite. Et aussi, c'est facile de se ravitailler en nourriture. Il y a des pâturages de bétail, il y a ceci. Ils se procurent facilement à manger au Nord Kivu qu'ailleurs. Parce que quand vous allez dans la forêt, prenez par exemple, si vous quittez Kinshasa pour aller à Chikapa, vous traversez la savane, vous allez trouver qu'il n'y a pas tellement de champs. Si vous faites une milice là-bas, si vous faites la guerre là-bas, vous aurez des difficultés à nourrir même vos éléments. Vous serez étouffé. Oui, vous serez étouffé. Et puis, ça sera facile d'être dévoilé, d'être attaqué parce que c'est la savane et ainsi de suite. Et c'est d'ailleurs parmi les causes de l'échec de l'opération de Kitona. Quand ils ont pris Kitona, ils sont entrés dans les Bas-Congo et partout ailleurs. Vous avez vu comment on les avait mis mal vers la savane. Prenez même aux années 97, quand l'AFDEL est entré ici, quand ils sont arrivés au niveau de Kenge, il y avait des problèmes, des difficultés, parce que la savane, ce n'est pas vraiment un milieu propice pour faire la guerre, ainsi de suite. Mais au Kivu, c'est vraiment le graben. Et les graben, vous pouvez facilement même défaire tout un bataillon avec une pierre. Par exemple, si vous êtes positionné dans la montagne de Rwenzori, c'est facile de défaire celui qui est dans la vallée, celui qui veut monter malgré son armement. Le Nord Kivu est plus proche du Rwanda que Kinshasa, en termes stratégiques, en termes économiques aussi.
Oui, ça aussi ça joue, mais pour la guerre, c'est surtout la fonction que jouent les Graben de Kivu. C'est ce qui les attire plus. Et aussi, vous entrez dans les montagnes, non seulement vous avez des denrées alimentaires, vous avez aussi des minéraux. Vous pouvez facilement financer votre rébellion au Kivu qu'ailleurs. Ce n'est pas que parce que Kinshasa est tellement éloigné. Non, ils peuvent venir même à côté ici, mais ils auront des problèmes et on va les défaire facilement. C'est pourquoi nous prodiguons aussi les conseils au gouvernement congolais de contrôler les montagnes du Kivu. Par exemple, construire une base militaire comme Kamina, comme Kitona. Effectivement, il y a des bases. Il y a la base de Walikale qui ne fonctionne pas. Il y avait aussi les centres d'instruction commando de Rumangabo qui n'étaient plus fonctionnels. Mais parce que dans les anciens temps, on tenait compte de ça. À part ça, il y a aussi Gombari du côté de Haut-Ouélé qui s'est complété, et ainsi de suite. Donc, il faut maintenant positionner les militaires dans les montagnes pour protéger. Et nous devons mettre l'arsenal militaire, nos avions, nos hélicoptères de chasse pour protéger ces montagnes-là et pour dissuader les Rwandais, l'Ouganda, pourquoi pas même les Burundi. Un peu plus tard aujourd'hui, nous sommes en odeur de sainteté avec les Burundi, mais avant, à l'époque, les Burundi aussi étaient dans le jeu. Et non seulement les Burundi, il y avait l'Érythrée qui est aussi sur le terrain aujourd'hui. Ceux qui exploitent actuellement, ceux qui exploitent de l'or du côté du Sud Kivu, ce sont des Érythréens. Ils arrivent comment là-bas? Les Érythréens sont des alliés naturels du Rwanda. Ils sont avec les Rwandais dans les combats au Kivu. Et ils se sont partagés. Il y a les taxes, redevances, impôts, des Goma, Rutshuru, Masisi, Walikale. C'est l'administration rwandaise qui perçoivent et tout, ils amènent au Rwanda. Et les minéraux d'ici de Kivu, ce sont des mercenaires érythréens qui exploitent. À Rubaya, l'exploitation minière de Rubaya sont pris par les patronats rwandais. Déjà refait du Rwanda. Du côté Lubero, là où ils contrôlent, et dans Poivignois et ailleurs, ceux qui exploitent là, ils parlent anglais. Mais on ne sait pas s'ils sont de quel pays. Parce que le Rwanda n'est pas au Congo seul. Il y a aussi d'autres pays qui appuient les Rwandais. Et ils exploitent. Nous sommes en train seulement de voir peut-être les minéraux, mais le parc de Virunga que l'M23, les Rwandais contrôlent aujourd'hui, est le parc riche à pétrole. Mais aussi, il y a un conflit aussi identitaire et expansionniste, si je peux le dire ainsi. Donc, le Rwanda dit que non, le Rwanda c'est un petit pays, il faut agrandir, il faut redessiner la carte comme Pasteur Bizimungu le disait aux années... L'ancien président rwandais. Oui, c'était l'ex-président rwandais qui était la marionnette de M. Kagame, qui le disait. Aussi Kagame l'a déjà dit au Rwanda que non, ils doivent chercher. C'est comme ça que l'invasion d'aujourd'hui, elle est vraiment différente de 1997. Parce qu'en 1997, on utilisait les Congolais, on formait les Congolais pour être des policiers, l'administration congolaise. Mais actuellement, les Rwandais amènent leur sujet pour gérer. Donc c'est l'occupation pure et simple. C'est par exemple le gouverneur du Nord Kivu. C'est un gouverneur connu. C'est le fils d'un trafiquant de drogue connu de l'Afrique centrale, mais c'est un sujet rwandais. Et ils sont venus à Masisi pour cultiver le cannabis indien. Et il était arrêté. Et après, il s'était évadé et il avait adhéré dans la rébellion des CNDP. Parce que c'était un sujet rwandais qu'on avait capturé qui commençait à planter le cannabis dans les territoires de Masisi. Et maintenant, son fils revient comme gouverneur. On l'a nommé. Et il a changé de nom, il commence à s'appeler Bahati. C'est pas son vrai nom. C'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Niragatete, des histoires comme ça. C'est pas son vrai nom. Donc, son père, qui était connu comme un sujet rwandais trafiquant de drogue, qui était capturé à Masisi. Aujourd'hui, son fils est devenu maintenant, on l'amène comme gouverneur. Son adjoint, on a pris une marionnette aussi de Masisi pour le mettre seulement parce que lui parle français. Parce qu'il faut savoir que au Rwanda, on ne parle pas actuellement français. Au Rwanda, on ne parle pas une des langues nationales de la RDC. On ne parle pas le Swahili? Non. Au Rwanda, on ne parle pas Swahili.
Et c'est ça, d'ailleurs, pour les distinguer avec les rwandophones congolais, c'est la langue. On amène un gouverneur qui ne vous parle pas swahili, le vice-gouverneur qui ne vous parle pas swahili, il dit que non, il va commencer à parler leur langue nationale du Rwanda, le Kinyarwanda, au niveau de Goma. Cela prouve en suffisance que ce sont des sujets rwandais qui viennent exploiter. Aujourd'hui, même vous avez votre télévision dans la maison, il y a un impôt, et cet impôt est recouvré par un sujet rwandais, par l'administration rwandaise. Ils ont changé d'ailleurs la DGI, ils ont pris un service presque du Rwanda, ils ont amené même des papiers qu'ils livrent aujourd'hui quand vous payez la taxe. On n'écrit pas la République démocratique du Congo. On met la République du Rwanda. La monnaie qui circule, c'est le franc congolais. Les francs congolais continuent à circuler, mais vous savez très bien qu'ils ont piraté. Il y a des nouveaux billets. Des billets authentiques? Non, ça ne vient pas de Kinshasa parce que ça doit venir de la Banque centrale et tout. La Banque centrale a déjà freiné tout ce qui circule aujourd'hui au Rwanda. Les billets là, à Goma, sont de faux billets. Je demande ce que l'FMI puisse sanctionner les Rwandais parce que eux, ils ne prennent pas ces francs congolais. Quand ils viennent recouvrer la taxe, ils vous demandent les dollars, de payer en dollars. Parce qu'ils savent que les francs qui circulent, ce sont des faux billets qu'ils ont eux-mêmes imprimés. Et si on doit faire le change en dollars, ça ne marchera pas. Ils ont introduit la fausse monnaie pour récupérer les dollars qui circulent dans les milliers. Vous payez la taxe en dollars et la taxe est amenée à la banque rwandaise. On amène directement au Rwanda. Si vous arrivez à la grande barrière et à la petite barrière, c'est clair. Le taxateur qui est là, c'est le taxateur du Rwanda. Vous le payez, il est vêtu, il a des insignes du Rwanda. Il vous livre même des quitas avec la mention de la République du Rwanda. Donc, ils sont venus pour les affaires, pour piller les richesses au Congo. Et s'installer aussi. Et s'installer. C'est pourquoi, je ne suis pas parmi ceux qui pensent que seulement les accords peuvent les faire reculer. Moi, je suis pour ceux qui pensent qu'à partir des accords que nous sommes en train de signer, que nous puissions nous procurer des équipements, des derniers cris pour les déloger. Et tout ce que les gens sont en train d'applaudir là, nous qui maîtrisons bien les comportements de M. Kagame et du Rwanda, nous doutons encore fort. Et nous pensons qu'il faut une solution, une option militaire. Et si nos partenaires, ceux qui ont compris, ceux qui sont derrière la RDC, s'ils peuvent nous renforcer en armes pour se battre. Mais je ne dis pas en hommes, en armes, parce que moi je suis sûr de notre formation, la formation de nos militaires. Alors, qu'est-ce qu'on cherche au Kivu? Quels sont les minerais qui intéresse le monde entier aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui intéresse, il y a le lithium, il y a le 3T, la cassitérite, le colta, la terre rare que tout le monde cherche au monde. Nous avons ça au Nord Kivu, dans le Walikale et dans la province de Maniema, et aussi l'or. Alors, honorable, ça c'est peut-être une parenthèse. On dit souvent que la province la plus riche, c'est le Grand Katanga. En vous entendant parler, on a l'impression que c'est le Kivu. Mais comment est-ce que sa participation au budget est faible par rapport au Grand Katanga? Oui, au Katanga, c'est justement, il y a le jugement de cuivre et cobalt. Le cobalt est exploité au Katanga. Par exemple, je vais vous dire qu'au Kivu, par exemple, aujourd'hui, nous avons une grande réserve à territoire de Beni de cuivre. Une grande réserve de cuivre qui n'est pas exploitée. Mais au Katanga, le cuivre est exploité. Et ceux qui exploitent payent des redevances, des impôts, et ainsi de suite. Et par exemple, l'or du Kivu n'était pas tellement exploité. Et si vous allez du côté aussi Ituri, l'or n'est pas tellement exploité. Pourquoi? Parce qu'il y a les sécurités. Mais dans l'ancien temps, les Kivu, les Nord Kivu par exemple, c'était à terme des recettes, on était la 4e province. Derrière le Grand Katanga quand même. Oui, le Grand Katanga, oui, d'accord. Parce qu'il y a la Gécamine qui fonctionnait et tout, il y a la production énorme des minéraux. Mais le minerai de Kivu, la grande partie n'est pas encore exploitée. Si vous entrez au Nord Kivu, il n'y avait que des grandes sociétés qui exploitaient. Il y a Alpha Mine, il y a aussi Som Kivu qui ne fonctionne plus. Dans les anciens temps, il y avait Somengi qu'on a transformé à Sakima. Ça n'exploite pas, ils ont des périmètres d'exploitation. Les multinationales, elles ne viennent pas au Kivu.
comme elles sont dans le Haut-Uélé, Kibali, le Katanga. Les multinationales, elles sont là, mais Alpha Mine, c'est une multinationale. Les multinationales sont là, mais ils n'exploitent pas. Ils ont des périmètres, mais ils ne passent pas à la phase d'exploitation de ces minéraux-là. Et à part ça, il faut savoir que le Nord Kivu, c'est vraiment les greniers de la République, à terme de tout. Quand vous êtes à Kinshasa ici, si vous avez besoin des haricots, des fromages, de quoi, ça provenait du Kivu. Il y a aussi l'agriculture qui était une ressource importante qui contribuait aussi au budget même de l'État. Mais les cafés, cacao, aujourd'hui, notre production du Kivu est très élevée. Nous avoisinons maintenant la production de la Côte d'Ivoire. Et tout ça, ça attire des convoitises de nos voisins qui cherchent maintenant aussi à venir contrôler ces cacao-là. Et je veux vous dire aussi, quand vous allez en Goma, vous allez dans le Walikale, vous allez trouver qu'on exploite les cacao là-bas, mais si vous prenez les cacao, vous plantez au Rwanda, ça ne pousse pas. Et moi, je pense que ceux qui disent que Dieu avait fait ça, ils savent pourquoi il avait fait ça. Mais si une multinationale s'installe, par exemple au Nord Kivu, au Sud Kivu, il n'y aura plus de guerre là-bas. Oui, ça peut être une solution, mais nous-mêmes, si nous exploitons, parce que nous pensons toujours aux multinationales étrangères, mais nous aussi, nous pouvons exploiter. C'est parce que nous laissons ces minéraux comme ça. Mais pourquoi on ne peut pas exploiter ? C'est l'État congolais. Sakima est là. Sakima, il faut renforcer Sakima. Non seulement Sakima, il faut aussi réveiller même Kisenge Manganese et les autres. Même Gécamine. Moi, je ne suis pas d'accord lorsqu'on fait des sessions de la Gécamine. Moi, je suis pour qu'on redynamise la Gécamine. Nous-mêmes, nous pouvons aussi produire et occuper ces zones. Et quand nous en avons les moyens, je veux féliciter le chef de l'État actuel parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sous embargo. Nous avons la liberté d'acheter les armes conventionnelles. Donc, nous pouvons acheter tout ce que nous voulons pour protéger ces territoires-là. Et nous pouvons aussi exploiter nos territoires. Qu'est-ce qui nous manque ? Je crois qu'on doit parler avec le patronat congolais. Parce que dans les têtes de nos opérateurs économiques, ils savent que la question des minéraux, c'est la question, je m'excuse, des Blancs, des Occidentaux. Vous voyez même quelqu'un qui dit non, je cherche les partenaires pour m'aider. Mais pour exploiter, pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre à 10 ensemble et puis vous commencez à exploiter une société congolaise qui exploite. Nous devons aussi parvenir à exploiter. Le chef de l'État avait dit qu'il va créer des millionnaires congolais. Mais les millionnaires congolais vont provenir d'où ? Nous avons l'agriculture, nous avons les minéraux et tout et tout. C'est là où il faut s'investir. Mais il y a un problème, c'est le coût de production, le coût logistique qui tue les opérateurs économiques. Effectivement, parce que nous n'avons pas des banques qui nous donnent des crédits. Parce que, aussi pour faire ça, ceux qui viennent investir chez nous, les Chinois qui arrivent, vous allez voir, les Chinois vont vous dire non, j'ai pris un crédit de 100 millions de dollars pour venir investir et tout et tout. Et nous devons être capables aussi de donner. C'est pourquoi je soutiens les programmes du chef d'État qui disait non, il va relancer nos banques et il va faire à ce que les Congolais puissent avoir aussi accès à ces crédits-là. Et ceux qui viennent investir dans des banques ici, ils doivent savoir, ils ne donnent qu'aux étrangers les crédits. Tantôt, ils refusent aux Congolais des crédits. Si vous venez, vous dites non, moi, je suis Congolais, Eric Ambago, je viens demander 50 millions de dollars. On va dire, oh, vous êtes Congolais. 50 millions, non. Ils doivent savoir que nous aussi, nous devons accéder à ces crédits-là pour investir et puis produire. Parce que nous avons les minéraux. L'État doit construire des routes et il faut l'électricité aussi. Tout à fait, parce que je sais qu'au Katanga, il y a le problème aussi d'énergie. Parce que quand vous voulez investir, il faut l'énergie. Les routes, même les investisseurs peuvent faire ça. C'est l'électricité qui pose aussi problème. Nous avons Inga et je soutiens aussi le programme là de Inga 3 parce que c'est ça la Banque mondiale. Avec la Banque mondiale. Mais pourquoi les investisseurs préfèrent aller au Rwanda ? Non, le problème c'est quoi ? Parce que le Rwanda vole nos minéraux. Et ils cherchent aussi les gens pour venir acheter ces minéraux-là. Alors, quand ils volent au Congo, ils étalent chez eux, les partenaires pensaient que c'est les Rwandais qui avaient les temps. Mais aujourd'hui, avec la contribution du ministère des Mines, la Première ministre et tout de suite, on a déjà démontré
à la face du monde que le Rwanda n'a aucun minerai. Ils ont fait un théâtre au Rwanda, ils ont pris des enjeux pour creuser des trous et tout, et ils ont versé dans ces trous les coltas qui venaient des Rubaya. Ils oubliaient que nous avons les caractéristiques de notre colta. Quand ils ont voulu amener ce colta au marché mondial, on a constaté que c'était les coltas des Rubaya. Comment on fait pour bloquer cette exportation irrégulière? L'exportation du colta est déjà bloquée. Le Rwanda est en difficulté. C'est pourquoi l'M23 avec les Rwandais cherche à aller conquérir là où il y a des zones aurifères. C'est comme ça qu'ils se dirigent vers Sud Kivu, ils veulent aller vers les Lubero pour chercher de l'or, parce qu'ils savent qu'avec l'or, c'est facile de vendre, il n'y a pas tellement de contrôle. Qu'est-ce que l'État congolais a fait pour obtenir l'exclusion des minerais de Rubaya? Ils ont déclaré d'abord le minerai de Rubaya, donc des Massissi, comme des minéraux rouges. Donc si vous achetez ce minerai, vous êtes considéré que vous achetez les minéraux d'Issan, parce que ce sont des minéraux illégalement exploités. Le ministre des Mines a fermé tous les carrés miniers dans l'espace occupé par l'M23. Donc sur le plan formel, international, on sait que dans la partie contrôlée par l'M23, le minerai qui s'y trouve sont des minéraux d'Issa, on ne peut pas les acheter, les racheter. Si vous achetez ça, vous êtes complice. Il n'y a pas moyen de recycler, on ne peut pas contourner. C'est tellement compliqué parce que les minéraux traçables, c'est connu et tout. On peut tout critiquer, on peut tout faire, mais dans le secteur minier, nous avons vraiment des experts. On avait dit, experts au niveau du Congo. Les Nations Unies avaient dit qu'il y a quelques mois qu'il y avait $300,000 par mois que le Rwanda gagnait avec cette exploitation. Non, ça c'était trop payé. C'est trop payé parce que la production par jour de Rubaya, c'est au-delà de 3 millions de dollars. Par jour. Par jour. L'M23 est en train de capturer les jeunes. Il les amène à la mine de Rubaya pour qu'ils travaillent. À Goma, il les accuse d'être des Bazalendo, soit des FDLR. Il les capture. Une partie est amenée dans la mine de Rubaya pour exploitation illégale. C'est parce qu'ils cherchent à maximiser l'exploitation. Et ils sont en train de garder ces coltas au Rwanda. Ils ne vendent pas maintenant. Donc ils cherchent à créer une réserve. C'est pourquoi nous avons leurs statistiques. C'est que nous avons leur production, parce que ce sont les Congolais qu'on utilise là-bas dans leur mine. C'est combien aujourd'hui? C'est combien? Je peux dire la semaine passée, par semaine, ils ont atteint 142 tonnes. Et quand ils ont amassé, quand ils ont amené, maintenant c'est 142 tonnes, la production d'une semaine au Rwanda. On a ces statistiques. Et nous sommes en train de les noter. Donc à la fin, le Rwanda doit remettre ces minéraux au Congo. Mais s'il le vend? S'il le vend, maintenant, c'est au gouvernement congolais de les poursuivre au niveau de la justice. Il y a la justice internationale pour qu'ils les remettent, qu'ils payent. Aujourd'hui, l'Ouganda est en train de payer ce qu'ils avaient causé comme un dommage au niveau de Kisangani. Le Rwanda a des industries de transformation. Lorsque les gens parlent d'industrie, non, c'est une petite usine pour transformer à produits semi-finis de cassiterie. C'est une petite usine. Et ce n'est pas qu'ils sont en train d'industrialiser tout et tout. Aujourd'hui au Rwanda, là, demandez, vous êtes journaliste, vous pouvez faire des investigations. Mais le Rwanda n'est plus capable de payer les enseignants du Rwanda. Ils ont 2 mois impayés. Parce que le Rwanda fonctionnait avec l'aide extérieure. Et aujourd'hui, ils cherchent à combler maintenant le vide là par le minerai pillé au Congo. Et nous sommes regardés aussi dans les secteurs, nous sommes en train de suivre pour essayer de les contrer, de ne pas vendre ces minéraux et que les sociétés, les acheteurs des minéraux ne puissent pas acheter les minéraux déjà déclarés rouges. Alors que fait le cadastre minier dans ce cas, par exemple, le Nord Kivu est occupé, le cadastre minier ne contrôle plus les carrés miniers là-bas. Mais le ministre a déjà donné l'instruction de ne pas octroyer des carrés miniers. On a déjà fermé. Et celui qui prend un carré là-bas, c'est en violation non seulement des lois congolaises, mais aussi des lois internationales. Donc on sera obligé d'arrêter ces minéraux. Ces minéraux ne seront pas vendus. Et si on les vend, celui qui achète aussi est complice. La RDC avait intenté un procès contre Apple par rapport à l'exploitation illégale où
On l'accusait d'être aussi un relais de l'exploitation illégale des ressources minières. Effectivement. Est-ce que ça a marché ça... Oui, c'était un début, c'était pour aussi les dissuader. Mais quand ils ont stoppé, les Rwandais étaient en difficulté. Partout, ils vont vendre. Nous suivons de près et la République a tous les services pour suivre ces mouvements-là. Je rappelle que notre invité, c'est Crispin Bintoulé. Il est PCA de cadastre minier, élu de Butembo. Honorable, avec vous, nous allons suivre le panel de la ménagère avec Béro Matanda. Eric, nous avons constaté que cette semaine, il y a rareté et augmentation de certains produits, plus précisément les vivres frais. Il s'agit par exemple des poulets sans emballage. Le carton est passé de $23 à $29 américains. C'est une tenancière d'une chambre froide qui l'a dit. On achetait un carton de poulet non emballé à $23 américains. Présentement, il coûte $29. Nous le revendons à $30 américains. Le poulet coûte 13 000 francs congolais. Que le gouvernement fasse quelque chose. Les chanchards, le carton de 20 kg coûte $53 américains. Il était à $43. Nous vendons le kilo à 10 000 francs. Les cuisses de poulet coûtent $23 le carton. Il était à $20. Le carton de poisson salé coûte $75 américains. Le kilo varie entre 28 et 30 000 francs. Les côtes de porc cartilage sont à $50 le carton et le kilo coûte 16 000 francs. La deuxième qualité est vendue à $30 américains. Le kilo coûte 12 000 francs congolais. Les prix des autres produits se présentent de cette manière. Un sac de riz de 25 kg coûte 65 000 francs congolais. Il était à 70 000 francs. Celui de la semoule 25 kg coûte 46 voire 61 000 francs congolais. C'est selon la marque. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 18 000 francs congolais. Un plateau d'œufs coûte 20 500 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte actuellement 3 000 francs. Elle était à 5 000 francs congolais. Une botte d'oseille coûte 1 000 francs. Celle des feuilles de patates douces coûte 1 000 francs. Celle des amarantes coûte 2 000 francs congolais. Un tas de bananes plantains est vendu entre 3 000 et 10 000 francs. Un tas de patates douces coûte 3 000 voire 5 000 francs congolais. Un sac de cossettes de manioc varie entre 130 et 190 000 francs congolais au marché Matadi Kibala. Le seau coûte 12, 15 voire 17 000 francs congolais. C'est selon la qualité de cossettes de manioc. Une ronge coûte 300, 500 voire 1000 francs congolais. Une mandarine aussi coûte 300, 500, 1000 francs congolais. Un pain coûte 500 francs ou plus. Merci Béro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, honorable, quelques questions avant de nous séparer. Vous êtes souvent au Nord Kivu sur les lignes de front, pourquoi? C'est 30 ans que la province du Nord Kivu est à guerre. Et nous aussi, comme nous avons grandi dans cette guerre-là, nous sommes obligés de suivre parce que nous savons très bien nos ennemis, nos adversaires, le Rwanda et tout. C'est pourquoi nous nous mettons en ligne pour ne pas... Et puis nous sommes autorisés par la Constitution. L'article 63 dit que si la République est agressée, tout Congolais a le devoir de faire échec à cette agression. Mais ça vous risque péril, là, vous risquez péril. Effectivement, parce que c'est rien. Même ma vie coûte quoi? Tout le monde... Nous avons perdu, depuis 30 ans, il y a des massacres, des tueries au Nord Kivu. Chaque jour, on tue, on viole, on fait ceci. Donc, nous nous disons, est-ce qu'il faudra-t-il croiser les bras et regarder l'agresseur, l'ennemi, nous tuer et tout, ou aussi il faut s'en débrouiller pour aussi se défendre et mourir. C'est ça notre principe. Donc, nous nous trouvons sur la ligne de front, c'est pour faire échec à la mission du Rwanda au Congo. Vous allez également, d'après nos informations, vous allez appuyer les Wazalendo là-bas. Est-ce que pour un État, c'est sérieux d'applaudir quand les Wazalendo gagnent une force, une nébuleuse, alors que c'est l'armée qui doit plutôt défendre la patrie? Non, partout au monde, il y a des volontaires. Il y a des volontaires partout au monde. Vous voyez en Ukraine qui accompagnent l'armée loyaliste.
Et aujourd'hui, les Bazalendo signifie patriote. C'est pas une bombe à retardement plus tard. Ils vont réclamer des grades, ils vont réclamer plus tard. Non. Je sais que ceux qui sont complices avec les Rwandais disent que non, voilà. Les Bazalendo, c'est une bombe à retardement, voilà, on va gérer. Mais il faut savoir, les Wazalendo, si les Wazalendo datent de quelle année? Wazalendo, prenons le mouvement Mai Mai. Le mouvement Mai Mai ne date pas d'aujourd'hui. Et l'objectif de ces mouvements, c'est quoi? C'est de chasser les occupants rwandais. Dès que la guerre prenne fin, la plupart de ces Wazalendo vont regagner la vie. Parmi ces Wazalendo aujourd'hui, il y a des seigneurs de guerre, des groupes armés, le Guidon Shimrai, les Yakutumba et puis les autres. Ce sont des groupes armés qui perpètrent des actions contre la population. Vous allez parler des Yakutumba, vous allez voir, les Yakutumba ne tuent pas la population. Les Yakutumba fait pression à l'agresseur. Je ne refuse pas qu'il y a des brebis galaises qui peuvent venir vouloir salir ces mouvements-là. Mais si Yakutumba tuait la population, pensez-vous que Yakutumba pouvait faire autant d'années dans le sud Kivu? Il serait déjà capturé par la même population. Je sais très bien que ceux qui font mal à l'adversaire au Rwanda, ce sont les Wazalendo. Et si les Wazalendo n'étaient pas là, ils seront peut-être, je ne sais pas où, mais ils savent que les Wazalendo, c'est la population. Doha, au Qatar, Washington, aux États-Unis, processus piloté par les évêques de la SENCO et le CC, de l'Union africaine. Est-ce que ça ne fait pas désordre? Est-ce que ces processus vont permettre le retour rapide de la paix à l'est de la RDC? Bon, vous savez que dans l'Union sacrée, nous avons deux courants. Il y a ceux qui pensent que la paix viendra avec les accords. Il y a ceux qui pensent que pour imposer la paix, il faut faire la guerre. Vous êtes pour ou contre? Moi, je suis pour la guerre. Sans armes Non, je suis pour qu'on achète les armes. Sans armée aguerrie? Non, notre armée a la même formation que toutes les armées. Mais elle a connu des difficultés. Aujourd'hui, ce sont des armes appropriées. Mais nous avons la même formation. D'ailleurs, nous sommes même bien formés. Et nos militaires sont mieux payés que les militaires du Rwanda. Parce qu'un militaire au Rwanda, un militaire de rang, on le paye $80. Et il a droit à retirer $50. Le militaire de l'UPDF de rang, un payé combien? $60 à HLA. Mais comment vous expliquez ces replis stratégiques? Il y a le problème des équipements et on est en train maintenant d'équiper l'armée. Et moi, je sais et j'ai confiance qu'on peut faire la guerre et chasser Kagame de notre territoire. Parce que avec ces accords, on a déjà eu des accords. Sun City, accord à Manileo, à Goma, qui a abouti au mixage. On a mixé beaucoup des armées dans notre force pour affaiblir les FARDC. Parce que pour affaiblir les FARDC, il fallait prendre presque toutes les armées de l'Afrique centrale, on les intègre dans notre armée pour l'affaiblir. Mais actuellement, moi je veux vous dire, quand je voyais le président actuel Félix Tshisekedi, je me disais, mais est-ce qu'il sera en mesure de réorganiser cette armée? Mais je veux vous dire que j'étais étonné. Je ne sais pas s'il avait fait des cours militaires. Il est en train de créer des unités organiques au sein des FARDC que nous avons perdu depuis les années 80, que Kabila n'a pas réussi à faire. Aujourd'hui, on est en train d'équiper petit à petit notre armée. Kabila n'a pas fait. Il nous a laissé l'armée sans équipement. Et on pourra récupérer Goma et Bukavu bientôt. Moi, je suis confiant. Si le chef suprême donne l'ordre, parce que le problème aussi, c'est au niveau de l'instruction. Si le chef de l'État donne comme commandant suprême l'ordre de se battre, vous allez voir. Ce que vous êtes en train de vivre là, c'est parce qu'on respecte les cessez-le-feu. S'ils lèvent les cessez-le-feu, notre armée, même ceux qui sont à Ouvira partout, ils vont se battre. Aujourd'hui, c'est la population qui se bat contre l'ennemi. Parce que la population n'est pas sous commandement des FARDC. C'est la population, nous sommes sous commandement de la Constitution, l'article 63. Mais si aujourd'hui on lève les cessez-le-feu, on va récupérer Goma, on va récupérer même Bukavu. Vous êtes cadre de l'UDPS. UDPS en crise aujourd'hui, Déo Bizibou à côté, Augustin Kaboué à côté. À quand la sortie de cette crise?
Bon, je ne sais pas s'il y a crise. À l'UDPS, il y a la démocratie, il y a la liberté d'expression. C'est l'indiscipline. Ouais, c'est l'indiscipline. Non, c'est pas l'indiscipline. Oui, mais aller jusqu'à faire une sorte d'insurrection, ça c'est. Non, il n'y a pas une insurrection. Ça. Il y a deux tendances. Il y a la tendance des Kabouya. Ils avancent, ils ont des arguments, ils disent voilà comment nous pouvons faire. Il y a d'autres aussi qui disent non, c'est pas comme ça, nous devons aller de cette manière et tout et tout. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas un conflit, c'est une contradiction. Qui dirige l'UDPS aujourd'hui? L'UDPS est dirigé par le secrétaire général. Augustin Kabouya ou Déobi Sibou? Par le secrétaire général. Il y en a deux, Augustin Kabouya ou Déobi Sibou? Si vous allez au siège de l'IDPS, vous allez trouver ceux qui dirigent l'IDPS. Mais citez les noms. C'est Kabouya ou c'est Déobi Sibou? Citez le nom. Kabouya, Bizibou, tout se gère parce que il y a le secrétaire général, l'autre c'est un secrétaire général adjoint. Le deux. Déobi Sibou dit que c'est lui qui est actuellement dirigeant du parti. Kabouya est tombé en disgrâce. Non, les deux gèrent le parti parce que tous les deux, si vous arrivez à Limeto, on va vous présenter le bureau de l'honorable Kabouya. On va vous présenter aussi le bureau de l'excellence Théo Bizibou. Les deux sont dans la structure là. Et chacun a son opinion. Et j'espère que d'ici là, on va trancher parce qu'on a assisté maintenant à ces débats, on sait quoi faire. Donc ce n'est pas un conflit. Je rappelle que notre invité c'était l'honorable Crispin Bidoulé, PCA de Camille Cadastre Minier. Merci d'avoir répondu aux questions de Jeudi Économie. C'est moi qui vous remercie. Merci à Mickey Menel, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeudi Économie avec Eric Ambagou. À très bientôt.